Tout d'abord, je tiens à remercier Olivier et puis Clément pour leur invitation à participer à cette journée d'études, hein. C'est un grand honneur pour moi et je suis très content de faire partie de cette magnifique journée avec un très beau programme. Comme c'est annoncé dans le programme, je vais vous parler un petit peu de la théorie de l'intérêt et plus particulièrement de la théorie de l'intérêt sous l'angle de la conception des situations d'apprentissage ou des leçons d'EPS pour comprendre un petit peu comment on peut arriver à motiver des élèves par ce biais-là. Donc ma présentation, elle s'axera en trois temps. Dans un premier temps, je vais faire un rappel sur la théorie de l'intérêt puis les concepts de base du coup. Puis dans un second temps, j'aborderai les travaux de recherche qui ont été établis dans le domaine de la conception des situations d'apprentissage. Et ça me permettra, dans un troisième temps, de terminer par la présentation d'un modèle de développement de l'intérêt et ça permettra aussi de faire un petit teaser pour une présentation qui sera faite cet après-midi, mais ça vous le verrez à la fin de ma présentation. Alors si on démarre par un constat relativement simple, si on se place en tant qu'observateur d'une leçon d'éducation physique dans une salle de sport, on peut très vite apercevoir des différences entre les élèves sur le plan de leur concentration, le plaisir qu'ils peuvent ressentir ou encore l'activité physique qui est générée. Et selon certains chercheurs, ces variations donc sur ces trois plans-là pourraient refléter des différences d'intérêt que pourraient avoir les élèves pour les leçons d'éducation physique. Et sous cet angle-là, l'intérêt est donc défini comme une variable motivationnelle qui est dépendante d'un contenu ou d'un objet et qui nous indique pourquoi un élève va être motivé pour s'engager et apprendre à savoir déterminer. Donc c'est sous cet angle-là qu'on se positionne au travers de la théorie de l'intérêt. Maintenant, pour comprendre un petit peu comment est généré cet état d'intérêt pendant une leçon, je vais passer par un petit schéma qui est assez explicite. On a dans un premier temps une première notion qu'on appelle l'intérêt en situation, qui est un état psychologique qui va émerger chez un élève à partir du moment où cet élève rentre en interaction avec un contenu intéressant qui lui est proposé dans une leçon d'éducation physique. Donc dès qu'il y a un match de ce point de vue-là, il y a cet intérêt en situation qui peut être généré. Mais en plus de ça, chaque élève qui vient dans vos leçons d'éducation physique vient avec un déjà là, c'est-à-dire un intérêt individuel pour l'activité physique qui lui est proposée. Et cet intérêt individuel, il a été façonné par ses expériences antérieures en leçon d'EPS ou dans un cadre extrascolaire. Et de ce point de vue, s'il perçoit une connexion entre son intérêt individuel et ce que lui est proposé comme contenu dans la leçon d'éducation physique, alors cet intérêt individuel peut s'actualiser pendant la leçon d'éducation physique. Et ce qui veut dire qu'en conclusion, l'état psychologique d'intérêt qu'on peut percevoir quand on observe des élèves pratiquer une leçon, ben, il provient de ces deux états-là, c'est-à-dire un intérêt en situation plus potentiellement un intérêt individuel qui est actualisé. Donc c'est les deux éléments sur lesquels je vais m'appuyer pour que vous puissiez comprendre le reste de la présentation, intérêt en situation et intérêt individuel. Maintenant, si je passe sur le deuxième point, la conception de la situation d'apprentissage. Donc, comme l'a évoqué un petit peu sous l'angle des formats Olivier dans sa présentation précédente, la plupart des travaux de recherche qui ont été menés sur la conception des situations d'apprentissage en lien avec la théorie de l'intérêt, ils ont eu une entrée plutôt sur un versant facteurs environnementaux ou alors facteurs individuels. Premièrement, c'est ce que je vous présente ici. Quand les travaux de recherche ont plutôt privilégié une entrée par les facteurs environnementaux, ben, vous avez trois ici projets ou recherches qui ont été menées, qui ont manipulé différents facteurs environnementaux pour voir quel pourrait être leur impact sur l'intérêt en situation des élèves. Donc sans vous le mettre dans les détails, les travaux ont manipulé par exemple la dimension physique ou la dimension cognitive des situations d'apprentissage, ont manipulé le degré d'interdépendance entre les élèves avec des formats de jeux différents, ou encore ont proposé des situations d'apprentissage qui étaient plutôt conçues en valorisant certaines dimensions de l'intérêt en situation, par exemple le plaisir instantané, l'intention d'exploration, par rapport à d'autres. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de ces études ont démontré un point clé qui est important pour nous, c'est que les élèves sont sensibles à la modification des facteurs environnementaux. Ça veut dire que quand on manipule ces facteurs et qu'on crée des situations d'apprentissage différentes,
alors leur intérêt en situation varie également. Donc ça, c'est un premier point important pour nous. On est capable d'influencer l'intérêt en situation des élèves en manipulant les facteurs environnementaux. Maintenant, il y a l'autre facette, du coup, qu'a évoqué aussi Olivier dans sa présentation. On peut très bien aussi considérer qu'on va concevoir des situations d'apprentissage, mais cette fois-ci en prenant en compte des facteurs individuels. Parmi les différents facteurs individuels, un a été prioritairement investi dans la théorie de l'intérêt, c'est celui des stades connatifs des élèves en badminton. Et donc ici, en proposant des situations d'apprentissage qui étaient prévues pour matcher avec chaque intention de jeu des élèves suivant leur stade connatif, on a pu démontrer qu'on pouvait augmenter l'intérêt en situation des élèves lorsque justement il y avait une consonance entre un design de situation d'apprentissage et le stade connatif d'un élève en particulier. Donc ce qui veut dire, si je résume un petit peu sur cet aspect-là, globalement, on se situe prioritairement sur deux entrées qui ont été faites de manière séparée. Soit les travaux de recherche sont rentrés par des facteurs environnementaux et ont manipulé cela, ou alors ils sont rentrés par des facteurs individuels. Et ici, on aimerait bien vouloir dépasser cette double entrée pour proposer finalement, à travers le modèle de développement de l'intérêt que je vais vous présenter tout à l'heure, ben, une possibilité finalement de prendre en compte à la fois les facteurs environnementaux et les facteurs individuels pour les aligner et proposer de la conception de situations d'apprentissage. Et à ce moment-là, ça pourra faire écho à un double effet, si vous le voulez. Premièrement, on va impacter l'intérêt en situation des élèves parce qu'il va y avoir des situations qui sont construites comme étant suffisamment stimulantes, mais en même temps, on va assurer une connexion avec les intérêts individuels des élèves, c'est-à-dire leurs besoins lorsqu'ils viennent dans les leçons d'EPS. Donc on va pouvoir jouer sur le double effet que je vous avais présenté dans le premier schéma. Alors pour comprendre un petit peu comment on va être capable de faire ce nouveau pas en avant, il faut que je vous présente du coup le modèle de développement de l'intérêt. Et ici, pour comprendre ce modèle de développement de l'intérêt contextualisé en EPS, il faut simplement que je vous explique un petit peu ce qui construit l'intérêt en situation d'un côté et l'intérêt individuel de l'autre. Premièrement, lorsque l'on s'intéresse à l'intérêt en situation en EPS sous cet angle de développement de l'intérêt, il faut le comprendre comme un construit qui a trois facteurs. Premièrement, le déclenchement d'un intérêt en situation qui renvoie à la perception d'une tâche accessible par l'élève et qui lui permet de focaliser son attention sur un objet en particulier. Deuxième facteur, le maintien d'un IS basé sur les ressentis. Lui, il renvoie au plaisir qui est ressenti par un élève dans la situation et sa volonté d'aller explorer plus loin la situation. Et enfin, le troisième facteur, le maintien d'un IS basé sur les valeurs, lui renvoie finalement au fait que l'élève perçoit la situation comme étant intéressante parce qu'elle est cohérente par rapport à ses buts personnels et ça lui permet aussi d'entrevoir un réinvestissement au-delà de la leçon d'éducation physique pour, par exemple, ses activités extrascolaires. Si j'en viens maintenant à l'intérêt individuel, il est lui aussi composé de trois facteurs. Le premier est les affects positifs et la volonté de se réengager dans le temps. Ici, c'est lorsqu'un élève va cumuler plusieurs expériences positives, un plaisir qui est ressenti dans l'activité, et il va chercher finalement à maximiser la possibilité de se réengager avec l'activité. Donc il va saisir le moindre opportunité dans son temps libre pour refaire l'activité avec laquelle il y trouve de l'intérêt. Le deuxième facteur, qui est les valeurs sur l'utilité de l'EPS, ici, ça renvoie plutôt au fait que l'élève commence à identifier la potentialité pour lui de réinvestir en dehors de l'école ce qu'il a appris dans ses leçons d'EPS. Et c'est comme ça qu'il construit un intérêt pour l'activité. Et enfin, le troisième facteur qui renvoie aux valeurs sur l'importance et les intentions de développer ses connaissances, ici, c'est une cohérence entre l'activité qui lui est proposée, les buts personnels que l'élève poursuit et surtout la volonté de toujours progresser et d'améliorer ses connaissances dans ce domaine d'activité. Donc ça, c'est les deux construits phares qui sont utilisés lorsque l'on veut comprendre comment un intérêt se développe chez un élève en EPS. Maintenant, je vais vous présenter les quatre phases du développement de l'intérêt qui ont été établies par Eddy et Renninger, et là que je vais contextualiser en EPS. La première phase de ce modèle s'appelle le déclenchement d'un intérêt en situation. Ici, on se base principalement sur un état psychologique que j'ai montré au tout début de la présentation,
qui est la perception d'un intérêt en situation. Dans ce cadre-là, l'élève, et c'est l'image que je vous ai prise ici avec Clément, l'élève va être attiré par certaines caractéristiques qui lui sont proposées la situation ou dans la leçon de PS. Ce qui va permettre d'aborder certains affects positifs, des émotions positives, et lui permettre d'avoir un niveau d'attention et d'éveil optimal. C'est ce qui est défini dans cette première phase. Et l'élève va commencer à construire un sentiment de compétence pour l'activité qui lui est proposée. Lorsque cet état psychologique va perdurer dans le temps, alors l'élève va pouvoir passer dans une deuxième phase qui est le maintien d'un intérêt en situation. Ici, c'est le même état psychologique que dans la première phase, sauf qu'il perdure dans le temps et il se caractérise par des élèves qui vont avoir un investissement de plus en plus important dans les leçons, avec une volonté de développer les connaissances. Et là, le comportement typique de ces élèves en phase numéro 2, c'est des élèves qui commencent à venir questionner les enseignants, à leur poser un maximum de questions sur l'activité qu'ils sont en train de faire pour mieux la comprendre. Si on continue et qu'on arrive à une phase 3, là on est à l'interface entre l'intérêt en situation et l'intérêt individuel, puisqu'on a une émergence d'un intérêt individuel. C'est-à-dire qu'ici, les expériences positives répétées que les élèves ont pu avoir dans leurs leçons vont commencer à construire un trait stable de personnalité, avec des valeurs qui sont stockées en mémoire et une volonté toujours accrue de développer les connaissances dans cette activité-là. À partir de cette phase numéro 3, c'est la phase typique où les élèves vont commencer à saisir la moindre opportunité dans leur agenda personnel pour se réengager avec l'activité physique qui les intéresse le plus. Et enfin, en dernier lieu, lorsque l'élève parvient à une certaine maîtrise de l'activité, il y a un intérêt individuel qui est bien développé. Ici, les valeurs liées à l'utilité et l'importance de l'activité sont fortement développées, les connaissances sont approfondies dans le domaine, et là, ça correspond à ce qu'on a habituellement l'habitude de dire quand on a finalement une discipline de prédilection ou une activité de spécialisation. C'est vraiment le cas typique de cette phase numéro 4, avec un intérêt individuel très développé. Donc maintenant que je vous ai présenté les 4 phases du modèle de développement de l'intérêt, quelle peut être son utilité pour les futurs travaux dans le domaine de l'intérêt? Ben, c'est là où je vais faire un pan et un lien avec une présentation qui sera faite cet après-midi par Mehdi Beloucha. L'idée ici, c'est de s'appuyer sur ce modèle que je viens de présenter pour avoir un alignement possible entre un facteur individuel qui pourrait dans ce cas-là correspondre aux besoins des élèves à chacune des 4 phases que je viens d'identifier et qu'on pourrait mettre en cohérence avec un facteur environnemental, et c'est celui-ci que va vous présenter Mehdi cet après-midi, c'est le type de guidage qui est proposé dans les situations d'apprentissage en musculation scolaire qu'il a pu expérimenter. Et vous verrez au travers de sa présentation que le fait d'aligner ces deux éléments-là, donc en fonction des différentes phases et des besoins des élèves et les types de guidage, eh bien, on parvient à mieux comprendre la réceptivité des élèves à des formats de pratique en musculation en fonction de leur stade de développement de l'intérêt. Donc voilà, j'ai fait un petit lien avec la présentation de cet après-midi, mais qui vous permettra d'avoir plus d'éléments concrets que par rapport à cette présentation-là qui est davantage d'ordre théorique. Voilà, je vous remercie du coup pour votre attention et je suis preneur de toutes les questions que vous pourriez avoir hein, sur le modèle, sur la théorie de l'intérêt. Ça me fera un plaisir d'échanger avec vous. Merci Cédric. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Je suis en L3 EM STAPS et ma question va peut-être paraître un peu stupide, mais je me posais, est-ce que l'on devrait privilégier du coup leur intérêt et modifier nos pratiques pour les motiver? Est-ce qu'il y a des actions plus simples pour des activités plus simples pour les stimuler? Et est-ce que l'intérêt devrait-il être axé sur les leurs, ou bien devrait-on développer un potentiel intérêt pour que cela s'aligne avec nos intérêts à nous durant leur enseignement? Alors, merci du coup hein, pour votre question hein, qui est très intéressante. Hein. Elle n'est pas du tout trop simple. Hein. Ici, ça renvoie à une problématique qu'on s'est posée au début, qu'on avait démarré nos travaux sur la conception de leçons intéressantes. L'idée que vous soulevez au travers de votre question, c'est est-ce qu'on peut finalement prendre en compte les intérêts individuels des élèves, sachant qu'on pourrait en avoir peut-être 5 à 10 différents dans une même classe.
Donc là, on se heurte forcément à une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en compte tous les intérêts individuels des élèves, et c'est bien la raison pour laquelle on a d'abord commencé nos travaux pour comprendre en quoi un même contenu qui est proposé à des élèves est suffisamment riche et stimulant pour déclencher un intérêt en situation chez tous les élèves, peu importe leur niveau d'intérêt individuel préalable. Et donc là, si je peux vous rassurer, ce qui a été démontré, c'est que finalement, si on conçoit bien les situations d'apprentissage en prenant des variables clés par rapport à l'activité qui est choisie et puis qui a du sens pour les élèves, alors à ce moment-là, on arrive à déclencher de l'intérêt en situation chez tous les élèves, y compris ceux qui avaient initialement un intérêt individuel faible pour l'activité physique support. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse qui nous permet de nous rassurer en tant qu'enseignants. Mais en plus de ça, maintenant, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si compliqué de ça que de s'aligner aussi avec leur intérêt individuel, dans la mesure où on prend une entrée qui est compatible avec les contraintes d'un enseignant de PS qui veut concevoir une leçon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager l'intérêt individuel comme étant une pluralité d'activités physiques qui pourraient les intéresser, mais c'est plutôt de se dire, en fonction de la phase dans laquelle ils sont pour l'activité physique que je propose, je vais avoir des élèves qui sont en phase 1, d'autres en phase 2, d'autres en phase 3. Ben, comment je vais arriver à concevoir mes situations pour répondre aux besoins des élèves qui se situent dans des phases de développement de l'intérêt différentes. Et donc là, ça veut dire que on change la focale. On ne se dit pas quelle va être ma programmation d'activité physique pour plaire au plus grand nombre, mais plutôt comment je vais concevoir des situations suffisamment riches et différentes dans une même activité physique pour intéresser les élèves, quel que soit leur stade de développement de l'intérêt. Et c'est plutôt dans cet axe-là qu'on on va, et notamment, bah, c'est la démonstration qui sera faite par la présentation de Mehdi cet après-midi. Ça vous donnera du concret par rapport à ce questionnement-là. Bonjour Cédric, Aline Pintendre, Bonjour. étudiante en L3EM. Je voudrais que tu nous fasses un petit parallèle avec les théories de la motivation et le continuum d'autodétermination de Valéran Ettil. Mhm. J'aimerais bien avoir voilà, ton positionnement de ce modèle par rapport à celui-ci, parce qu'il y a quand même cette autodétermination, j'ai le sentiment qui J'ai plus eu le son sur la fin de la question de Aline. Je sais pas s'il y avait. Je me suis arrêté au continuum d'autodétermination. Est-ce Alors, que tu avais compris la question ou pas? oui, fallait que je me positionne par rapport à la théorie de l'autodétermination, hein, c'était juste. En effet. Oui, alors bah ici en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que alors, bien entendu que la théorie majoritaire et dominante c'était la théorie de détermination en EPS. Ici en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les fondements de ces deux théories, si je veux la positionner, sont pas forcément identiques puisque une des principales différences, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est que la théorie de l'intérêt, elle se fonde sur le couplage d'un individu avec un contenu ou un objet. Et c'est ça qui fait la spécificité de cette théorie-là par rapport à l'autodétermination qui est plus générale ou d'ordre un petit peu plus global. Mais ici, si on veut bien comprendre, et puis pour les étudiants qui puissent la situer, la théorie de l'intérêt, elle est vraiment sur ce qu'on appelle la motivation intrinsèque du coup des individus, donc plutôt sur un dépendant de l'axe du continuum d'autodétermination. Mais pour autant, ça serait un raccourci un peu rapide de considérer que la motivation intrinsèque telle qu'elle est décrite dans l'autodétermination est égale à la théorie de l'intérêt, parce que les principes fondateurs ne sont pas les mêmes. Et puis du coup, les travaux n'ont pas été développés dans la même direction. Mais en guise de simplification pour les étudiants, on peut considérer que la théorie de l'intérêt, c'est vraiment de la motivation intrinsèque des élèves pour les contenus, en fait. Alors, je ne sais pas si ça permet de répondre à la question, ça prend trop de temps, mais voilà ce que je pourrais dire. Merci Cédric, je pense que ça répond. Euh, une question d'un étudiant L3M qui me glisse dans l'oreille. Il y a un item sur effort et bien-être au concours. Et je me demande si, dans le cadre d'une argumentation, oui, sur une argumentation en lien avec la notion de bien-être, est-ce que je peux faire un lien autour de cette notion d'intérêt en situation ou d'intérêt individuel? Oui, je pense que c'est tout à fait possible dans la mesure où, à partir du moment où on a réussi à intéresser les élèves et à susciter à la fois leur intérêt en situation et leur intérêt individuel, bah forcément ça va être relié à des variables, si on les mesurait en même temps, hein, des variables de bien-être du coup du point de vue des élèves, puisque à partir du moment où leurs intérêts sont satisfaits puis qu'ils perçoivent des connexions avec leurs préférences personnelles, bah forcément ils sont dans un état de bien-être.
Et sur le domaine de l'effort, je pense qu'il y a un lien assez facile à faire avec justement le développement de l'intérêt et les quatre phases que je vous ai montrées. Parce que dans les premiers travaux qu'on a fait, on s'est aperçu que le développement de l'intérêt des élèves, il se fait en même temps d'un développement de leur sentiment de compétence perçue dont on sait qu'il est corrélé avec le type d'effort et le nombre de répétitions que les élèves vont être capables de faire dans les leçons. Donc finalement, on pourrait très bien faire un lien au fur et à mesure que l'intérêt des élèves se développe, leur sentiment de compétence augmente et les efforts qu'ils vont consentir à faire aussi dans les leçons d'EPS. Un développement qui est concomitant. Donc pour moi, on peut très bien faire ce lien. Merci Cédric. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une dernière question des étudiants? Vous n'aurez peut-être pas la chance de revoir Cédric Roux avant le concours. Une question d'un étudiant de N2. Ouais. Bonjour Cédric, c'est le petit Mehdi qui va te poser une question. Euh, D'abord, Vas-y, j'espère que tu vas Mehdi. bien. Oui. Euh, Juste, tu sais, on l'avait évoqué dans nos discussions, mais pour que les étudiants comprennent bien, que l'IS et l'intérêt en situation, mais l'intérêt individuel, en fait, c'est pas un modèle, comment dire ça, juxtaposé, quoi. C'est-à-dire que les facteurs d'intérêt en situation interviennent même dans le développement de l'intérêt individuel, même sur les phases 3 et 4. Tu pourrais venir repréciser peut-être ces choses-là? Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est juste ce que tu dis, Mehdi, puis c'est important de le comprendre parce que avec la rapidité de la présentation, ça pouvait laisser transparaître ceci. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les quatre phases du modèle de développement de l'intérêt, à chacune des phases interviennent à la fois de l'intérêt en situation et de l'intérêt individuel, mais dans des proportions différentes. Si je vous prends les deux extrêmes, en phase numéro 1, c'est sûr qu'un élève a un intérêt individuel très faible pour l'activité physique, mais par contre, on peut susciter son intérêt en situation. C'est le principal levier qu'on a par rapport à ça. Et par contre, quand on avance dans les phases, et par exemple si on va jusqu'à la dernière phase, la phase numéro 4, bien entendu que l'élève sera caractérisé par un fort intérêt individuel, si on mesure les trois facteurs que j'ai présentés, mais il peut en plus avoir un intérêt en situation qui est très élevé. Ce n'est pas des choses qui sont incompatibles, et ce n'est pas parce qu'il est basculé sur un intérêt individuel qu'il n'est plus sensible à l'intérêt en situation. Donc ça, c'est juste de le préciser. Et donc les deux évoluent au fur et à mesure du développement de l'intérêt, mais finalement, ils entretiennent des liens jusqu'aux dernières phases. Donc oui, c'est intéressant de le préciser. Merci Mehdi pour en faire la précision. Oui, Cédric, merci beaucoup, Mathieu Kidu. J'ai une petite question concernant l'objet de l'intérêt. C'est-à-dire que dans la présentation, on a l'impression qu'on est intéressé ou on ne l'est pas. Et cette dichotomie me fait penser aux travaux de Michel Récopé sur la sensibilité A, qui a Mhm. toujours dit que la sensibilité A, c'était une relation. On était sensible à quelque chose et c'était pas on est sensible ou on n'est pas sensible. Et Mhm. il avait distingué au fur et à mesure de sa carrière un certain nombre d'objets de sensibilité, jusqu'à une dizaine en volleyball. Je me pose la question par rapport à l'intérêt. Est-ce qu'on est intéressé ou pas dans ce modèle, ou est-ce qu'on prend en compte l'objet de l'intérêt chez les élèves? Merci. Merci beaucoup, hein, Mathieu, pour ta question. Et tu as tout à fait raison. En fait, le parallèle est très intéressant avec la question de sensibilité qu'avait développé Michel Récopé. Ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ça n'a pas de sens de dire qu'un élève est intéressé ou pas intéressé. C'est toujours intéressé pour quelque chose ou en lien avec un objet ou un contenu. Et c'est vraiment là la clé de cette théorie-là. Donc, pour être juste, en fait, il faudrait à chaque fois le préciser, hein. L'élève est intéressé pour les matchs à thème en badminton. Voilà, l'élève est intéressé pour n'importe quel aspect, mais il y a une précision qu'il faut apporter. Sinon, on n'est plus dans le cadre de la théorie de l'intérêt. Mais c'est très très juste, hein. Donc, merci pour ta remarque et ça vient bien dans la théorie de l'intérêt.